Le propriétaire d'un bistrot a engagé un acteur pour tester sa serveuse à la limite, et ensuite il n'a pas pu croire ce qu'elle a fait avec lui. La journée venait à peine de commencer, et Élise Dubois était déjà debout, en train d'organiser l'étable du bistrot Jasmin au centre de Lyon. Pendant qu'elle travaillait, elle aperçut par la porte arrière l'arrivée de Madame Jeanne, une dame âgée qui ramassait des matériaux recyclables dans les rues de la ville. Comme elle le faisait tous les matins, elle prépara un sandwich et un verre de jus pour le lui offrir. « Ce n'est pas nécessaire, ma petite », dit Madame Jeanne avec cette dignité que même les difficultés de la vie ne parvenaient pas à ébranler. « C'est juste un en-cas », insista Élise, « et vous savez qu'on le jetterait en fin de journée. De toute façon, mieux vaut nourrir quelqu'un, n'est-ce pas ?» C'était un petit mensonge innocent. Cette nourriture n'aurait pas été jetée et serait prélevée sur son propre salaire déjà serré. Mais Élise préférait ainsi. Elle avait grandi en voyant sa mère nourrir ceux qui frappaient à la porte de leur maison, même quand leur propre réfrigérateur était presque vide. Ce qu'Élise ignorait, c'est que Victor Rousseau, le propriétaire du bistrot, observait tout depuis son petit bureau à l'arrière de l'établissement. À 65 ans, Victor avait vu passer toutes sortes de personnes dans cette affaire qu'il avait fondée il y a plus de 30 ans. Il avait un regard attentif et une expression sévère qui intimidaient de nombreux employés. Mais derrière cette façade rigide se cachait un homme préoccupé par l'avenir. La semaine dernière, il avait reçu une nouvelle offre d'achat pour le bistrot. Le groupe Horizon, une chaîne qui possédait déjà des dizaines de restaurants standardisés dans la ville, était déterminé à acquérir l'emplacement privilégié où se trouvait le Jasmin. L'offre était tentante, surtout compte tenu des dettes accumulées ces dernières années et des problèmes de santé qu'il affrontait. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, profitez-en pour laisser un like et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup en tant que débutants. Maintenant, continuons. Victor ajusta ses lunettes de lecture tout en feuilletant. Une fois de plus, la proposition sur son bureau. Les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués. Il serait plus facile de tout vendre, de prendre sa retraite et de laisser transformer cet endroit en un bistrot générique de plus dans la ville. Mais quelque chose en lui résistait. Le Jasmin n'était pas seulement une affaire, c'était un refuge pour des personnes comme Monsieur Charles, qui y trouvaient non seulement de la nourriture, mais aussi de la compagnie. Ces dernières semaines, une idée avait commencé à se former dans son esprit. Il avait besoin de quelqu'un pour prendre en charge la gestion du lieu quand il ne pourrait plus travailler, quelqu'un qui comprendrait la véritable essence du Jasmin. Ses deux enfants avaient suivi des carrières à l'étranger et ne montraient aucun intérêt pour la petite entreprise familiale. Parmi les employés, personne ne semblait avoir le profil nécessaire pour transformer l'établissement et le sauver de la faillite imminente. Sauf peut-être Élise. Mais Victor était un homme prudent. Avant de faire une proposition, il devait être sûr. C'est pourquoi, la veille au soir, il avait téléphoné à un vieil ami, Robert Martin, un acteur de théâtre qui participait occasionnellement à des caméras cachées pour des émissions de télévision. « J'ai besoin que tu testes quelqu'un pour moi », avait expliqué Victor au téléphone. « Je veux voir jusqu'où va sa patience, si elle garde son sang-froid même. » Sous pression. La matinée avança, le bistrot se remplissant progressivement. L'odeur du café se mêlait à l'arôme des croissants sortant du four et aux épices du bœuf bourguignon qui mijotait pour le menu du déjeuner. Élise se déplaçait entre les tables avec efficacité, prenant les commandes, servant les plats, toujours avec un sourire ou un mot gentil. À 11h30, alors que l'affluence du déjeuner commençait à s'intensifier, un homme en costume entra, cheveux grisonnants bien taillés, posture droite, un air d'importance qui semblait déplacé dans cette ambiance décontractée. Il s'assit à une table près du comptoir et commença à examiner le menu avec une expression de dégoût. « Bonjour, monsieur. Avez-vous déjà choisi ce que vous voulez ?» demanda Élise, s'approchant avec son carnet de commandes. L'homme leva les yeux, l'analysant de haut en bas. « C'est ça que vous appelez du service. Je suis ici depuis au moins 5 minutes et c'est seulement maintenant que quelqu'un vient me servir. » Élise respira profondément, gardant le sourire sur son visage. « Je vous prie de m'excuser pour l'attente. Nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. Puis-je vous recommander notre plat du jour? C'est un hachis parmentier au confit de canard qui a beaucoup de succès. »« Je n'aime pas le canard, » répondit-il sèchement. « Je veux une entrecôte à la sauce au poivre, mais je veux la viande très saignante,
presque crue. Et pas de frites, je veux de la purée. Et la sauce doit être servie à part. Élise nota tout patiemment. Malheureusement, nous n'avons pas d'entrecôte aujourd'hui, monsieur. Notre menu est rotatif et aujourd'hui... Quel genre d'établissement n'a pas? Une simple entrecôte, l'interrompit-il haussant la voix. N'importe quel bistrot de quartier peut faire ça. Les autres clients commencèrent à regarder, certains gênés, d'autres indignés par la façon dont l'homme parlait. Claudine, une autre serveuse plus expérimentée, s'approcha discrètement et chuchota à Élise. « Laisse-moi m'occuper de celui-là. Ce genre de client, je connais bien. » Mais Élise fit un léger signe de dénégation de la tête. « Ça va, je m'en occupe. » Se tournant vers l'homme, elle garda son sang-froid. « Monsieur, puis-je vous suggérer notre bavette grillée? Je peux demander à la cuisine de la préparer comme vous le préférez, accompagnée de purée de pommes de terre et la sauce de votre choix servie à part. » L'homme parut momentanément déconcerté par sa capacité à contourner la situation, mais retrouva vite sa posture exigeante. « Très bien, mais la bavette doit être d'un seul morceau. Je n'accepte pas ces chutes que vous servez habituellement. »« Bien sûr, monsieur. Autre chose ? » ?»« Une eau gazeuse. Et je ne veux pas de ces marques bon marché que vous avez l'habitude de proposer. » Durant tout le repas, l'homme ne rata pas une occasion de se plaindre. La viande était trop cuite, puis trop crue. La purée était trop salée. L'eau n'était pas assez fraîche. À un moment donné, il renversa accidentellement son verre, éclaboussant toute la table. « Regardez ce que vous m'avez fait faire, » accusa-t-il, pointant Élise du doigt. « Votre service m'a rendu nerveux. » Sans perdre son calme, Élise nettoya rapidement la table et remplaça le verre. « Les accidents arrivent, monsieur. Ne vous inquiétez pas. » De son bureau, Victor observait attentivement tout à travers la petite fenêtre vitrée. Le test était plus sévère qu'il ne l'avait prévu et il commença à se sentir un peu coupable de soumettre son employé à cela. Mais il devait être sûr. Quand l'homme demanda enfin l'addition, il examina chaque élément en détail. « Pourquoi est-ce que je paie pour le verre d'eau qui a été renversé? C'est absurde, » protesta-t-il, jetant quelques billets sur la table. « Je ne reviendrai jamais dans cet endroit et je ferai en sorte de dire à toutes mes connaissances à quel point le service est exécrable. » Après son départ, Claudine s'approcha d'Élise, qui respirait profondément pour retrouver son calme. « Tu as une patience de sainte, ma petite. Si ça avait été moi, je lui aurais déjà jeté l'eau à la figure. » Élise sourit, fatiguée. « On ne sait jamais ce que les gens traversent, Claudine. Peut-être qu'il a eu une journée difficile, ou peut-être que c'est juste un crétin, » grommela Claudine, faisant rire Élise pour la première fois dans cette matinée stressante. La journée de travail se termina tard ce soir-là. Quand presque tout le monde était déjà parti, Victor appela Élise dans son bureau. Son cœur s'accéléra, craignant d'être réprimandé pour quelque chose. Malgré son travail toujours fait avec dévouement, le propriétaire l'appelait rarement pour des conversations privées. « Asseyez-vous, Élise, » dit Victor, indiquant la chaise devant son bureau encombré de papier. « Je veux discuter de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si c'est à propos de ce client difficile, je suis désolé si je n'ai pas réussi à le servir correctement. » Victor leva la main, l'interrompant. « En fait, c'est exactement de cela que je veux parler. Cet homme était un acteur. Je l'ai engagé pour vous tester. » Élise cligna plusieurs fois des yeux, essayant d'assimiler l'information. « Un acteur ? » ?»« Oui, Robert est un vieil ami qui me devait un service. » Victor retira ses lunettes et se frotta les yeux fatigués. « J'avais besoin d'être sûr de quelque chose, et maintenant je le suis. »« Sûr de quoi ?» demanda Élise, toujours confuse. Victor se leva et marcha jusqu'à la petite fenêtre qui donnait sur la cuisine, maintenant vide et silencieuse. « Élise, ce bistrot est en train de faire faillite. » Ces mots tombèrent comme un poids sur elle. Bien qu'elle soupçonnât déjà les difficultés financières par les retards de paiement des fournisseurs et les étagères de moins en moins garnies, entendre la confirmation était douloureux. « J'ai reçu une nouvelle proposition d'achat du groupe Horizon. La 3e cette année. Ils veulent transformer cet endroit en un autre de leurs restaurants standardisés. Et vous allez accepter ?» Élise ne put dissimuler la tristesse dans sa voix. Victor se tourna vers elle. « Ça dépend de vous. »« De moi ?» Élise fronça les sourcils, sans comprendre. « Je deviens vieux, Élise. Les médecins insistent sur le fait que je dois réduire le stress, passer le flambeau. Mes enfants n'ont pas d'intérêt pour l'entreprise, et parmi mes employés,
Il fit une pause significative. « Eh bien, je vous observe depuis des mois. Je vois comment vous traitez les clients, comment vous vous souciez sincèrement d'eux. Je vois votre initiative, votre créativité. Aujourd'hui, j'ai confirmé que vous avez aussi de la patience et du professionnalisme, même dans les situations les plus difficiles. » Victor s'assit à nouveau, se penchant sur le bureau. « Je veux vous proposer la direction du bistrot, avec une participation aux bénéfices, si nous parvenons à en générer. Si dans 6 mois vous réussissez à renverser la situation, à rendre l'entreprise viable à nouveau, je transférerai une partie de la propriété à votre nom. » Élise eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. La proposition était si inattendue que pendant un moment, elle crut avoir mal entendu. « Mais, Monsieur Rousseau, je n'ai pas d'expérience en gestion, je ne suis qu'une simple serveuse. » Une serveuse qui étudie la nutrition, qui connaît chaque client par son nom, qui a des idées qu'elle ne met jamais en pratique parce que personne ne l'écoute. Victor sourit légèrement. « De plus, j'ai suffisamment d'expérience pour vous. Enseigner ce qui est nécessaire. Ce qui me manque, c'est l'énergie et de nouvelles idées. » Élise se leva, marchant dans le petit bureau, tout en essayant d'organiser ses pensées. La proposition était tentante, mais effrayante. 1 million de doutes traversaient son esprit. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Je comprends, mais je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Le groupe Horizon veut une réponse d'ici la fin de la semaine. » En quittant le bistrot, tard dans la nuit, Élise marcha lentement jusqu'à l'arrêt de bus, le poids de la décision pesant sur ses épaules. Le Jasmin était plus qu'un emploi pour elle. C'était un lieu où elle se sentait utile, où ses petites gentillesses faisaient une différence dans la vie de personnes comme Monsieur Charles et Madame Jeanne. En arrivant dans son petit appartement qu'elle partageait avec son amie Renée, elle la trouva en train de regarder une série à la télévision. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », commenta Renée, mettant son programme en pause. « Que s'est-il passé ?» Élise s'effondra sur le canapé et raconta tout, le test, la proposition de Victor, le court délai pour décider. Renée, qui travaillait comme graphiste freelance, écouta tout avec une attention croissante. « C'est incroyable, Élise. C'est exactement ce dont tu avais besoin. Une occasion d'utiliser tout ce que tu apprends à la fac et d'acquérir une véritable expérience. De gestion! Mais si je n'y arrive pas, si le bistrot fait faillite entre mes mains, toutes ces personnes perdront leur emploi à cause de moi. » Renée leva les yeux au ciel. « D'après ce que tu dis, le bistrot est déjà en train de faire faillite. Si tu ne fais rien, le résultat sera le même. Au moins comme ça, tu as une chance de changer les choses. » Le lendemain matin, Élise arriva plus tôt que d'habitude au bistrot. Elle trouva Victor déjà là, révisant des comptes avec une expression préoccupée. « J'accepte, » dit-elle, sans préambule, « mais à une condition. Totale transparence. J'ai besoin de savoir exactement à quoi nous sommes confrontés. » Victor hésita un moment puis acquiesça. « C'est juste. Asseyez-vous, commençons tout de suite. » Dans les 2 heures qui suivirent, avant l'ouverture du bistrot, Victor révéla l'étendue des problèmes, dettes envers les fournisseurs, loyers en retard, équipements obsolètes qui consommaient trop d'énergie, une équipe démotivée et des clients de plus en plus rares en raison de la concurrence des grandes chaînes. « Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de tout cela avant ?» demanda Élise, choquée par la gravité de la situation. « La honte, je suppose, » admit Victor avec un soupir. « J'ai construit cet endroit à partir de rien. Voir ce qu'il est devenu. » Ce n'est pas facile. Ce même jour, Victor réunit tous les employés pour présenter Élise comme la nouvelle directrice. La réaction fut mitigée. Certains, comme Claudine, semblaient sceptiques. D'autres, comme Jacques, le cuisinier, manifestèrent immédiatement leur soutien. « Je ne vais pas vous mentir, » dit Élise, affrontant les regards de ses collègues. « Nous sommes dans une situation difficile, mais je crois qu'ensemble, nous pouvons sauver le Jasmin. J'aurai besoin des idées et de l'engagement de chacun d'entre vous. » Les semaines suivantes furent les plus difficiles de la vie d'Élise. Tout en continuant à travailler comme serveuse pendant la journée, elle passait ses nuits à étudier la gestion financière, le marketing pour petites entreprises et les techniques de leadership. Son sommeil fut réduit à quelques heures et les cours à la faculté devinrent encore plus difficiles à suivre. Sa première action fut de faire un inventaire détaillé des coûts du bistrot. Elle découvrit des gaspillages qui pouvaient être éliminés immédiatement. Des fournisseurs qui facturaient des prix abusifs pour des produits médiocres,
des équipements qui consommaient inutilement de l'énergie, des horaires où l'activité ne justifiait pas le maintien de l'équipe complète. Mais quand elle commença à mettre en œuvre des changements, elle se heurta à des résistances. Claudine, qui travaillait au Jasmin depuis plus de 15 ans, remettait en question chaque nouvelle idée. Si c'était si simple, pourquoi M. Rousseau ne l'a-t-il pas fait avant? Défiait-elle lors d'une réunion d'équipe. Cette gamine sort à peine des couches culottes et elle croit déjà tout savoir. Je ne prétends pas tout savoir, répondit Élise calmement. C'est pourquoi je demande votre avis à tous. Tu connais ce bistrot depuis bien plus longtemps que moi, Claudine. Ton expérience est précieuse. L'attitude conciliante commença à conquérir même les plus réticents. Peu à peu, l'équipe se mit à contribuer avec des idées. Jacques suggéra un menu plus restreint, axé sur les plats qui étaient vraiment populaires. Thérèse, responsable du nettoyage, trouva des produits moins chers et tout aussi efficaces. Même Claudine finit par suggérer une promotion spéciale pour les heures creuses. Pendant ce temps, un autre défi surgissait. Élise commença à remarquer des comportements étranges chez des fournisseurs qui augmentaient subitement leur prix ou annulaient des livraisons à la dernière minute. Après enquête, elle découvrit que le groupe Horizon était derrière tout cela, faisant pression sur les fournisseurs pour compliquer le fonctionnement du Jasmin. Ils sont désespérés d'acheter cet emplacement, expliqua Victor quand Élise le confronta avec ses découvertes. Ce quartier se valorise rapidement. Il y a des rumeurs selon lesquelles la mairie prévoit de revitaliser toute la zone. Élise se sentit trahie. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de cela aussi? Parce que je ne voulais pas influencer votre décision. Je voulais que vous acceptiez le défi pour le Jasmin, pas pour la valeur immobilière. La situation se compliqua, davantage, lorsqu'Élise reçut une visite inattendue. Mathieu Laurent, un homme à l'apparence impeccable et au sourire calculé, se présenta comme directeur de l'expansion du groupe Horizon. « J'ai appris que vous avez récemment pris la direction, » dit-il, examinant les lieux d'un œil critique. « Une responsabilité de taille pour quelqu'un d'aussi jeune. Puis-je vous aider, monsieur Laurent ?» demanda Élise, maintenant un ton professionnel malgré l'antipathie instantanée. « En fait, oui, je suis venu vous faire une proposition directement. » Il ouvrit sa mallette en cuir et en sortit un document. « Le groupe Horizon se développe rapidement. Nous avons besoin de personnes avec votre profil, jeunes, ambitieuses, avec une vision d'avenir. Nous aimerions vous offrir un poste dans notre équipe corporate. » Élise prit le document, lisant les chiffres avec une surprise croissante. Le salaire proposé était presque 5 fois ce qu'elle gagnait actuellement. Évidemment, cela signifierait quitter le Jasmin, poursuivit Mathieu remarquant sa réaction. Mais soyez honnête avec vous-même. Combien de temps cet endroit va-t-il encore durer? Un bistrot familial ne peut pas rivaliser avec des chaînes professionnalisées comme la nôtre. C'est juste une question de temps. Je vais y réfléchir, répondit Élise, lui rendant le document. Bien sûr, Mathieu sourit, déposant une carte sur la table. Mon numéro personnel. J'attends votre appel d'ici la semaine prochaine. Après son départ, Élise resta immobile, le poids des décisions l'écrasant presque. D'un côté, la sécurité financière qu'elle recherchait tant, de l'autre, l'engagement pris envers Victor et tous ceux qui dépendaient du Jasmin. Ceci, soir-là, alors qu'elle fermait le bistrot, elle fut surprise par l'arrivée d'un homme qu'elle reconnut immédiatement, l'acteur que Victor avait engagé pour la tester. « Bonsoir », dit-il avec un sourire sans aucune trace de l'arrogance précédente. « Pardonnez-moi d'apparaître ainsi, mais j'ai appris que vous aviez pris la direction et je voulais m'excuser personnellement pour mon comportement ce jour-là. »« Vous ne faisiez que votre travail, » répondit Élise, ne pouvant s'empêcher de sourire. « Robert, c'est ça ?»« C'est exact, Robert Martin. » Il tendit la main qu'elle serra après un moment d'hésitation. « Puis-je vous inviter à prendre un café? Je promets de ne pas me plaindre du service cette fois. » Dans un café voisin, Robert révéla qu'il avait travaillé pour le groupe Horizon pendant près d'une décennie dans l'équipe marketing. « Je connais bien leur méthode, » expliqua-t-il. « D'abord, ils identifient des lieux traditionnels dans des zones prometteuses. Ensuite, ils font des offres apparemment généreuses aux propriétaires. S'ils refusent, ils entament une campagne de pression. Ils approchent les fournisseurs, répandent des rumeurs sur la qualité de l'établissement, corrompent même des inspecteurs de l'hygiène pour qu'ils trouvent des irrégularités. » Élise frissonna. « C'est illégal. » « Absolument, mais difficile à prouver. »
Et la plupart des petits propriétaires n'ont pas les ressources pour se battre juridiquement. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Robert hésita, faisant tourner sa tasse de café. Disons que j'ai quitté l'entreprise parce que je désapprouvais certaines méthodes. Et peut-être que je me sens redevable envers Monsieur Rousseau. Il m'a aidé quand je débutais au théâtre, il y a de nombreuses années. Et comment exactement comptez-vous aider? J'ai de l'expérience en marketing digital et je connais les plans du groupe Horizon pour cette zone. Je peux vous aider à développer une stratégie pour le jasmin qui vous mettrait un pas devant eux. Le lendemain, Élise partagea avec Victor tout ce qu'elle avait découvert et l'offre d'aide de Robert. Le propriétaire écouta attentivement, son expression alternant entre inquiétude et détermination. « Il joue sale », conclut Victor. « Mais pensez-vous que nous pouvons faire confiance à ce Robert? Sincèrement, je ne sais pas, mais nous avons besoin de toute l'aide possible maintenant. » Victor acquiesça lentement. Quand on se noie, on ne choisit pas la couleur de la bouée de sauvetage. Avec les conseils de Robert, Élise commença à mettre en œuvre une stratégie de revitalisation du bistrot. La première étape fut une rénovation modeste mais efficace. Une nouvelle, peinture dans des tons chauds, des tables restaurées, un éclairage amélioré. L'ancien logo du jasmin fut redessiné par René, conservant l'essence originale mais avec une touche plus contemporaine. Ensuite, Robert aida à créer des comptes sur les réseaux sociaux pour promouvoir l'établissement, avec des photos attrayantes des plats et des histoires des clients habituels. Monsieur Charles fut le premier à être mis en avant. 60 ans à fréquenter le même endroit, 5 jours par semaine, découvrez pourquoi le café du jasmin a conquis des générations. Mais l'idée la plus innovante est venue d'une conversation fortuite entre Élise et Madame Jeanne. La dame évoqua un plat que sa grand-mère préparait, utilisant des ingrédients simples, mais avec un assaisonnement spécial qu'elle avait appris de ses ancêtres. « Et si nous créions un menu collaboratif ?» proposa Élise lors d'une réunion d'équipe. « Nous inviterions les clients à partager leurs recettes familiales traditionnelles. Chaque semaine, nous en choisirions une comme plat du jour, en racontant l'histoire qui se cache derrière. » L'idée fut accueillie avec enthousiasme et rapidement mise en œuvre. La première recette fut justement celle de Madame Jeanne. Une polenta crémeuse, avec une sauce aux saucisses et aux herbes, préparée selon la tradition que sa famille avait apportée d'Italie au début du XXe siècle. Le spécial communautaire, comme on l'appela, connut un succès immédiat. D'anciens clients revinrent, curieux de goûter, et amenèrent de nouveaux visiteurs. Les réseaux sociaux amplifièrent le phénomène, avec des photos et des vidéos des plats et de leurs créateurs, partagés des centaines de fois. Alors que l'activité augmentait, les difficultés persistaient. Un matin, Élise arriva pour trouver un inspecteur d'hygiène effectuant une inspection surprise. « Nous avons reçu une plainte anonyme », expliqua l'homme, avec une expression impassible. « Quelque chose concernant des conditions inadéquates de stockage des aliments. » Élise accompagna l'inspection avec appréhension, mais confiante qu'il respectait toutes les normes. Pourtant, l'inspecteur semblait déterminé à trouver des problèmes, examinant minutieusement chaque coin de la cuisine. « Ces étagères sont à moins de 30 cm du sol, nota-t-il. Infraction grave. Elles sont toutes exactement à 35 cm, contesta Élise. Je peux vous montrer les mesures officielles que nous avons prises lors de la rénovation. L'inspecteur sembla contrarié, mais poursuivit sa recherche. Après presque 2 heures, il produisit une liste d'une demi-douzaine de prétendues infractions mineures. Vous devrez résoudre tous ces problèmes dans les 48 heures, où il faudra fermer l'établissement jusqu'à sa mise en conformité. Dès qu'il partit, Élise appela Robert. Ils ont vraiment commencé à jouer sale. Robert ne parut pas surpris. Ce n'était qu'une question de temps, mais je peux vous aider avec ça aussi. Je connais des personnes au ministère de la Santé qui peuvent vérifier si cet inspecteur agit conformément aux règles. Avec l'aide de Robert, Élise obtint une nouvelle inspection, cette fois menée par une équipe impartiale qui constata seulement 2 petites irrégularités facilement corrigibles. Plus important encore, ils avèrent la preuve que le premier inspecteur avait été influencé par le groupe Horizon. « Ce n'est pas suffisant pour une action en justice concluante », expliqua Robert, « mais c'est assez pour tenir Mathieu Laurent et son équipe à distance pendant un moment. » Les mois passèrent rapidement. Le jasmin se transforma progressivement, non seulement physiquement, mais aussi dans son identité même.
De simple bistrot de quartier, il devint un espace communautaire où les gens venaient non seulement pour manger, mais pour partager des histoires et des traditions. Élise mit en place des soirées thématiques. Les mardis, musique live avec des artistes locaux. Les jeudis, des soirées poésie organisées en partenariat avec la librairie du coin. Le dimanche, un brunch spécial qui réunissait des familles entières. Les finances commencèrent aussi à s'améliorer. Pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour mettre les paiements à jour et commencer à rembourser les dettes les plus anciennes. Victor, bien que toujours présent, s'éloigna progressivement de l'exploitation quotidienne, faisant de plus en plus confiance aux décisions d'Élise. Un soir, après la fermeture, il l'appela à nouveau dans son bureau. « 5 mois, dit-il, avec un sourire fatigué mais sincère. Vous avez fait en 5 mois ce que je n'ai pas réussi à faire en des années. Vous avez ramené la vie au jasmin. » Élise rougit sous le compliment. « Je ne l'ai pas fait seul. J'ai eu l'aide de tous, y compris la vôtre. Même ainsi, vous méritez une reconnaissance. » Victor ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. « Comme promis, les papiers pour faire de vous une associée officielle du Jasmin. 30% maintenant, avec une option d'augmentation progressive comme convenu. » Élise prit l'enveloppe d'une main tremblante. C'était plus qu'un document légal. C'était la concrétisation d'un rêve qu'elle ne savait même pas avoir jusqu'à quelques mois auparavant. Cette soirée aurait dû être une célébration, mais le destin en avait décidé autrement. Le lendemain matin, Élise arriva au bistrot pour trouver un groupe de clients rassemblés devant la porte, incapables d'entrer. Une bande jaune d'interdiction bloquait l'entrée, apposée par les services d'hygiène. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, se frayant un chemin parmi les gens. Victor était déjà là, le visage pâle et les mains tremblantes, tandis qu'il tenait un document officiel. « Fermeture totale pour risque sanitaire. Ils prétendent avoir trouvé des traces de contamination dans les échantillons prélevés lors de la dernière inspection. Mais c'est impossible. Nous avons revu toutes les procédures, mis en place des contrôles encore plus stricts que ceux exigés par la loi. » « Je sais. » Victor semblait plus vieux et plus fatigué que jamais. C'est le groupe Horizon à nouveau. Cette fois, ils sont allés trop loin. Élise convoqua immédiatement une réunion d'urgence avec toute l'équipe, cette fois dans le café voisin. La situation était critique. Sans pouvoir fonctionner, le bistrot ne générerait pas de revenus, mais les dépenses continueraient. L'argent en caisse durerait 2 semaines au maximum. Robert, qui était devenu partie intégrante de l'équipe ces derniers mois, suggéra de contacter la presse. « Nous avons suffisamment de preuves de harcèlement. Si nous pouvons faire couvrir l'histoire par un journal ou une chaîne de télévision, la pression publique pourrait inverser la situation. Mais cela prendra du temps, » argumenta Claudine, surprenant tout le monde par sa préoccupation sincère pour l'avenir de l'établissement. « Et en attendant, comment survivons-nous » Élise resta silencieuse quelques instants, pesant les alternatives. C'est alors qu'elle eut une idée audacieuse. « Et si nous continuons à fonctionner, mais d'une manière différente ? Nous ne pouvons pas utiliser l'espace physique du bistrot, mais rien ne nous empêche de proposer notre menu collaboratif pour des événements. » L'idée évolua rapidement. Il transformerait temporairement le Jasmin en un service de traiteur axé sur les recettes communautaires qui étaient devenues leur marque de fabrique. Ils utiliseraient les cuisines d'amis et de partenaires, et les réseaux sociaux pour la promotion. Ça pourrait marcher, acquiesça Jacques, enthousiaste à cette perspective. Nous avons déjà reçu plusieurs demandes pour des événements que nous avons toujours dû refuser par manque de structure. Tandis que l'équipe se mobilisait pour mettre en œuvre le plan d'urgence, Élise et Robert travaillaient sur un autre front, rassembler des preuves contre le groupe Horizon. Avec l'aide d'un avocat ami de Victor, ils réussirent à obtenir des copies des rapports officiels d'hygiène, qui contredisaient frontalement les allégations utilisées pour la fermeture. Plus significatif encore, un ancien employé du groupe Horizon contacta Robert, apportant des emails et des documents internes qui prouvaient la stratégie délibérée de pression sur les petits établissements dans les zones d'intérêt. Armés de ces preuves, ils attirèrent l'attention de Danielle Costa, une journaliste d'investigation du journal le plus influent de la ville. Initialement sceptique, Danielle fut impressionné par la documentation réunie et décida d'approfondir l'enquête. « Si tout cela est confirmé, ce sera un article majeur, » affirma-t-elle. « Mais nous avons besoin de plus. Nous devons savoir si d'autres établissements ont été ciblés par les mêmes tactiques. » Avec l'aide de Danielle, ils identifièrent au moins 5 autres petites entreprises dans la même région
qui avaient subi des pressions pour vendre au groupe Horizon ces dernières années. 2 avaient cédé, 1 était en procès, et 2 résistaient comme elles pouvaient. L'article fut publié dans une édition du dimanche, occupant 3 pages entières avec le titre « Le côté obscur de l'expansion. Comment une grande chaîne de restaurants étouffe les entreprises familiales ». L'impact fut immédiat. Sur les réseaux sociaux, clients et soutiens du Jasmin partagèrent massivement l'article, ajoutant leurs propres expériences positives avec le bistrot. Un hashtag se répandit rapidement et « Sauvons le Jasmin ». La pression publique porta ses fruits. En moins de 48 heures, le ministère de la Santé annonça une révision du processus de fermeture et ordonna une nouvelle inspection, cette fois menée par une équipe indépendante et accompagnée de représentants du procureur. « Nous avons remporté une victoire importante », dit Élise à l'équipe réunie. « Mais la bataille n'est pas encore terminée. Nous devons être prêts pour la réouverture. » Pendant la période de fermeture qui dura presque 3 semaines, le service de traiteur improvisé du Jasmin prospéra étonnamment. Les histoires, derrière chaque recette communautaire, maintenant amplifiée par l'attention des médias, créèrent une connexion émotionnelle avec les clients qu'aucune campagne publicitaire n'aurait pu acheter. Quand ils furent enfin autorisés à rouvrir, une file de clients attendait devant la porte. Habitants du quartier, étudiants, travailleurs locaux, tous voulaient montrer leur soutien. Monsieur Charles, ému, fut le premier à entrer. « Je n'ai jamais douté que vous y arriveriez, » dit-il, embrassant Élise les larmes aux yeux. « Cet endroit est plus qu'un bistrot. C'est une partie de notre histoire. » Dans les jours qui suivirent, l'activité resta intense. Le téléphone ne cessait de sonner pour des réservations pour les soirées thématiques et le menu collaboratif s'enrichissait avec de nouvelles histoires et recettes arrivant quotidiennement. C'est au plus fort de cette reprise que Mathieu Laurent réapparut. Cette fois sans le sourire confiant d'avant. « Je suis venu proposer un accord », annonça-t-il, après avoir obtenu une réunion privée avec Élise et Victor. Le groupe Horizon est prêt à retirer son intérêt pour cet emplacement commercial, à condition que vous acceptiez de ne pas poursuivre d'action en justice basée sur ce reportage sensationnaliste. Victor regarda Élise, indiquant clairement que la décision lui appartenait. « Pourquoi devrions-nous vous faire confiance maintenant ?» demanda-t-elle, maintenant un ton professionnel, malgré la colère contenue. « Parce que c'est un accord mutuellement bénéfique. La controverse n'est bonne pour aucune des parties. Vous gardez votre établissement. Nous préservons notre réputation. » Après consultation avec l'avocat, ils décidèrent d'accepter l'accord, à condition qu'il soit formalisé avec des clauses spécifiques protégeant non seulement le Jasmin, mais aussi les autres établissements de la région. La menace du groupe Horizon enfin écartée, Élise put se concentrer entièrement sur l'avenir du bistrot. Sa vision allait au-delà de la survie. Elle voulait transformer le Jasmin en un modèle d'entreprise durable qui préserverait son essence communautaire. 1 an après ce matin fatidique où Victor avait révélé qu'il l'attestait, le Jasmin était devenu un cas de réussite étudié dans les écoles de commerce locales. Son approche innovante du menu collaboratif avait inspiré d'autres établissements et Élise commençait à être invitée à des conférences sur l'entrepreneuriat social. Le signe le plus clair de son succès vint cependant lorsqu'elle reçut un appel de la direction des ressources humaines de la plus grande chaîne d'hôtels du pays. Ils lui offrirent le poste de directrice des opérations gastronomiques, avec un salaire qui ferait instantanément disparaître ses problèmes financiers et des avantages incluant un appartement de fonction dans le quartier le plus exclusif de la ville. Élise organisa un dîner avec Victor pour discuter de la proposition. Ils choisirent un restaurant neutre, loin du Jasmin, et des regards curieux de l'équipe. « C'est une opportunité extraordinaire », commenta Victor, après qu'elle lui ait expliqué les détails. « Exactement le type de reconnaissance que votre talent mérite. » « Mais cela signifierait quitter le Jasmin, » répondit Élise, tripotant distraitement sa nourriture. « Après tout ce que nous avons traversé pour le sauver. » Victor sourit avec une sagesse que seules les années peuvent apporter. « Quand je vous ai proposé la direction, ce n'était pas pour vous enchaîner, Élise. C'était parce que je voyais votre potentiel. Si ce nouveau poste est la prochaine étape de votre parcours, ce serait égoïste de ma part de vous retenir. Et si je ne veux pas partir ?» La question sortit presque comme un murmure. Alors ce serait une décision tout aussi respectable. La question est, que désire vraiment votre cœur? Élise réfléchit profondément à cette question,
dans les jours qui suivirent. Elle visita l'appartement offert dans le cadre du package, s'émerveillant de la vue panoramique sur la ville et des finitions luxueuses. Elle rencontra à nouveau les dirigeants de la chaîne hôtelière, impressionnés par la vision d'avenir qu'ils présentaient. La veille de la date limite pour sa réponse, elle décida de passer la nuit au Jasmin, seule après la fermeture. Elle marcha lentement dans l'espace, touchant les tables où tant d'histoires avaient été partagées, la chaise où M. Charles s'asseyait religieusement tous les matins, le comptoir où Mme Jeanne recevait son café. Elle se rappela le jour où elle avait affronté le client difficile qui allait changer sa vie pour toujours. Les nuits blanches à travailler pour sauver l'entreprise, le soutien de la communauté quand ils en avaient le plus besoin. La sensation incomparable de voir une idée se transformer en réalité tangible. Le lendemain matin, elle appela la chaîne hôtelière. « Je vous remercie infiniment pour cette offre, » dit-elle d'une voix ferme. « Elle est extrêmement tentante et représente une reconnaissance que j'apprécie beaucoup. Mais mon cœur appartient au Jasmin. Il y a encore beaucoup de choses que je veux y accomplir. » Victor accueillit la nouvelle avec un sourire mêlant fierté et soulagement. « Je me doutais que ce serait votre décision. Et pour être honnête, j'en suis heureux. Pas seulement pour le Jasmin, mais pour vous. Certaines personnes passent toute leur vie à chercher leur but. Vous avez trouvé le vôtre. 6 ans se sont écoulés depuis cette décision. Le Jasmin n'a pas seulement survécu, mais prospéré. Il s'est étendu aux bâtiments voisins, créant un espace culturel annexe où se déroulaient des ateliers de cuisine, des performances musicales et des expositions d'artistes locaux. Le concept du menu collaboratif a évolué vers un projet de préservation de la mémoire gastronomique de la ville, avec un livre publié rassemblant des recettes et des histoires collectées au fil des ans. Une partie des bénéfices était destinée à des projets sociaux qui luttaient contre l'insécurité alimentaire dans les communautés vulnérables. Par un après-midi ensoleillé de printemps, Élise fut invitée à prononcer un discours lors d'un événement sur l'entrepreneuriat social. Sur scène, face à un public attentif, elle partagea son parcours sans le romancer, parlant honnêtement des défis, des doutes et des moments où elle avait presque abandonné. « Ce que j'ai appris, durant ces années, » conclut-elle, « c'est que la bonté n'est pas seulement une valeur morale abstraite, c'est une force transformatrice avec un pouvoir réel. Quand nous plaçons les personnes au centre de nos décisions d'affaires, quand nous choisissons l'empathie comme principe directeur, nous créons non seulement des entreprises plus humaines, mais aussi plus résilientes. » Dans l'auditoire, Victor l'observait, les larmes aux yeux. À 71 ans, maintenant officiellement retraité mais toujours présent au Jasmin comme client spécial, il ressentait une fierté paternelle pour la femme qu'Élise était devenue. À ses côtés, Robert, qui était finalement devenu plus qu'un consultant pour Élise, applaudissait avec enthousiasme. Son rôle initial de client difficile s'était transformé en un partenariat de vie, personnel et professionnel, que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir lors de cette première rencontre tendue. Après l'événement, alors qu'il retournait au Jasmin pour une petite célébration avec l'équipe, Victor fit une observation qui capturait parfaitement l'essence de leur parcours. « Savez-vous ce qui est le plus extraordinaire dans tout cela? J'ai engagé un acteur pour tester votre bonté, mais j'ai fini par découvrir votre force. Et c'est cette combinaison, un cœur généreux et une volonté inébranlable, qui a sauvé non seulement le Jasmin, mais nous tous. » Élise sourit, serrant affectueusement le bras de son vieil ami et mentor. « La bonté est gratuite, » répondit-elle, « mais son impact est inestimable. » Ce soir-là, le Jasmin était plein comme toujours. Des tables s'élevèrent des conversations animées, des rires spontanés, l'arôme de plats préparés avec amour et des histoires partagées qui transcendaient les générations. Plus qu'un bistrot, c'était un témoignage vivant de comment de petits actes de gentillesse pouvaient, brique par brique, construire quelque chose de véritablement significatif et durable. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Qu'avez-vous pensé de cette histoire de persévérance et de bonté? Croyez-vous qu'Élise a pris la bonne décision en refusant l'offre des concurrents? Partagez vos opinions sincères dans les commentaires. De quelle ville nous suivez-vous? Chacun de vos messages nourrit notre désir de continuer à apporter des histoires qui touchent à le cœur. Si ce voyage d'Élise au Jasmin a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser ce like spécial et, plus important encore, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires émouvantes.
Votre présence donne un sens à notre travail.